Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler d'une vaste enquête qui a été effectuée sur l'image corporelle et la sexualité auprès des jeunes. Et on va sortir les chiffres particulièrement qui nous intéressent, soit pour la région Haut-Richelieu-Rouville. Pour nous en parler, on a le médecin conseil à la direction publique de la santé publique Montérégie, qui est le docteur Sébastien Bergeron. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour. Bon. On va analyser les chiffres un peu plus tard, mais le premier constat qu'on peut faire de cette enquête qui a été faite sur l'ensemble du Québec, il y a quand même des enjeux significatifs là, pour les jeunes au niveau de l'image corporelle et de la sexualité. Peut-être nous dire les grandes lignes de ce qui est ressorti de cette enquête-là. Ben oui, peut-être si on commence au niveau de l'image corporelle, deux gros constats là, que l'on a de notre côté. D'abord, c'est plus d'un jeune sur deux en Montérégie, au secondaire, qui se dit insatisfait de sa silhouette. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif, d'autant plus qu'on voit que c'est une tendance qui est à la hausse. Puis on pourrait penser que c'est un phénomène qui est surtout chez les filles, mais les données 2022-2023, bien, ça nous montre que les garçons, en effet, là, sont un petit peu plus nez à nez. Là. Et quand on parle d'image corporelle, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait de l'embonpoint ou c'est quelqu'un qui est vraiment insatisfait de son apparence physique. Peu importe sa silhouette, qu'on soit très mince ou qu'on soit dans l'embonpoint, c'est vraiment l'insatisfaction générale. Ce qu'on voit dans le miroir, ça ne nous plaît pas. Puis c'est ça que cette statistique-là nous montre là, en tant que telle. Bon. On va rester là-dessus. Donc, est-ce que ça amène, et je ne sais pas si l'enquête l'a démontré, mais donc ces gens-là qui sont insatisfaits, donc, est-ce qu'ils vivent de la pression? Est-ce qu'ils se sentent intimidés? Comment ces personnes-là vivent dans le quotidien avec cette perception-là d'une mauvaise image? Bien, je pense que chaque jeune a sa façon de réagir selon ce qu'il en est. L'enquête, elle ne permet pas nécessairement d'identifier des causes précises de pourquoi telle personne en tant que telle, mais il y a quand même plusieurs hypothèses qu'on peut avoir de notre côté. Avec les données d'enquête, on voit que l'estime de soi puis la santé mentale, bien, ça s'est détérioré chez les jeunes en 2022-2023 versus les années précédentes. Puis on sait que c'est quand même très relié, santé mentale, image de soi et estime de soi. En plus de ça, on sait que l'adolescence, c'est une période qui est un peu, qui est vue ingrate, qui a une grande vulnérabilité, notre corps qui change à cause des hormones de la puberté, les jeunes qui vont avoir tendance à vouloir plaire, à se comparer entre eux, y compris en ligne, et à être plus sensibles aux commentaires qu'on leur fait là, sur leur apparence. Puis avec tout ça, comme j'en parlais un peu en ligne, comme dans les médias, il y a beaucoup de choses qui se passent chez les jeunes. Ils sont bombardés de messages, d'images, de contenu qui va fragiliser leur image corporelle. Ils vont se dire, pour avoir de la popularité ou pour être bien dans ma peau, je dois ressembler à un standard de beauté qui souvent est irréaliste. Oui, parce que justement, on parle des vedettes de la pop généralement, et on joue beaucoup sur l'image de ces personnes-là, et les personnes se sentent interpellées. Donc ça joue en ligne de compte sur la confiance de la personne. Tout à fait, parce que surtout avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs mécanismes à la fin qui fait qu'une personne va se sentir valorisée parce qu'elle va publier sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Fait que ça fait en sorte que plus qu'on a de l'air bien ou qu'on a de l'air beau, plus qu'on va avoir d'auditeurs ou de suivis là, qui vont se faire. Donc, ça va être valorisant à ce moment-là. Et ça amène un autre enjeu pour ces personnes-là, c'est que évidemment, on parle de ceux là, qui font un peu d'embonpoint. Donc, ils veulent perdre rapidement du poids, la masse corporelle, et ça, c'est dangereux, ça. Bien, il y a beaucoup d'enjeux puis de choses à surveiller quand on décide justement là, de changer son poids. Parce que les façons ne sont pas toujours bonnes de perdre du poids. Non, c'est ça. Puis dans l'enquête, c'est d'ailleurs un élément qu'on a remarqué, c'est qu'il y a près du 2/3 des jeunes en Montérégie qui, lorsqu'ils sont insatisfaits de leur poids, vont vouloir soit l'augmenter ou le contrôler ou en perdre. Puis parmi ceux qui vont vouloir en perdre, il y en a à peu près 9 sur 10 qui vont avoir usage d'au moins un recours qui peut être problématique là, éventuellement, que ce soit de sauter des repas, voire ne pas manger du tout de la journée, que ce soit de faire davantage d'activité physique, mais ça peut être aussi là, des moyens très dangereux comme
les vomissements ou l'utilisation de médicaments. Oui, c'est ça. On parlait de médicaments, justement. On ne nommera pas, mais il y a un médicament en particulier que les diabétiques utilisent pour perdre du poids, mais ces gens-là vont l'utiliser pour la perte de poids et non pas pour le diabète. Et il y a des conséquences à ça si on ne l'utilise pas de façon conforme, là. On n'a pas beaucoup de données, notamment de cette enquête-là. On n'a pas de données sur si ce médicament-là en question est utilisé par les jeunes. On a d'autres médicaments, produits naturels, coupe-faim, tout ça, qui sont considérés dans l'enquête. Mais c'est clair qu'avec la popularité de ce médicament-là, ça va être quelque chose à surveiller. C'est ça. On précise parce que là, on parle de chiffres de Montérégie, mais les chiffres pour le Haut-Richelieu-Rouville sont à peu près semblables. Donc, on peut élargir ça en prenant les chiffres de la Montérégie. On peut les appliquer facilement pour la population du Haut-Richelieu. Tout à fait. Bon, vous l'avez mentionné, donc, il y a à peu près 7 personnes sur 10 qui cherchent à augmenter leur masse musculaire. Donc là, on parlait de coupe-faim, mais les personnes qui veulent augmenter leur masse musculaire le font de quelle façon? Et ça aussi, j'imagine qu'il y a des moyens qu'on prend qui n'est pas tout à fait bonne pour la santé. Là. Ils sont à surveiller, en effet. C'est davantage nos garçons qui veulent prendre du poids et donc de la masse musculaire. Puis oui, ils vont le faire majoritairement en modifiant leur alimentation, en essayant de manger plus de protéines notamment, qui vont faire aussi plus d'activité physique. Mais il y a quand même une proportion qu'il va falloir surveiller parce que cette proportion-là de jeunes va avoir recours ou aller acheter des produits qui sont soit plus protéinés ou des suppléments nutritifs comme la créatine, par exemple. Donc, sachant que les effets sur le développement et la santé des jeunes avec ces produits-là, c'est pas tout le temps bien connu, bien, c'est sûr que c'est une préoccupation d'un côté. On va passer à l'aspect sexualité tantôt, mais donc quand on prend globalement ces chiffres-là pour l'image corporelle, bon, c'est des chiffres quand même assez inquiétants, mais est-ce que ça s'est amélioré, ça s'est détérioré ou c'est à peu près le statu quo là, au fil des ans? Bien, ce qu'on disait par rapport à l'insatisfaction corporelle, c'est qu'il y a quand même une augmentation dans les dernières années avec les filles et les garçons qui sont rendus coude à coude. Ou nez à nez, je ne sais plus trop c'est quoi l'expression, parce mais c'est rendu quand même assez... Je ne veux pas être péjoratif, mais avant, c'était plus les filles, à cause des idoles, justement, de la pop. Les filles se comparaissaient à leurs idoles, mais maintenant, les jeunes hommes ont d'autres aussi figures à qui se comparer. Et là, je comprends pourquoi ça se rejoint à un moment donné. Là, Tout à fait. Bien, je pense que ça nous ramène à notre hypothèse des réseaux sociaux, comme quoi est-ce que les jeunes vont aller chercher de ces réseaux sociaux-là, d'influenceurs, de certains mouvements. Si on parle de masculinisme, qui va redéfinir un peu comment les garçons vont se percevoir comme étant masculins. Fait que ça a clairement un impact là-dedans, mais il y a aussi l'impact des amis, l'impact de l'école, l'impact des parents qui jouent un rôle dans tout ça. Donc, voilà. Oui, il faut faire attention parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont de plus en plus influencés. Et donc, il y a de plus en plus d'influenceurs aussi. Donc, il faut juste faire la part des choses et faire attention à ça. Donc, on va passer au deuxième aspect de cette enquête-là, qui est sur la sexualité des jeunes. Le premier constat que je fais, c'est que la moitié des jeunes ont une relation sexuelle avant la fin du secondaire. Ça aussi, j'imagine que c'est en hausse par rapport aux années précédentes? Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, parce qu'on croyait que, étant donné qu'ils sont davantage exposés à du contenu sexualisé sur plein de plateformes, on s'était dit probablement que les jeunes sont plus actifs sexuellement qu'avant, puis même qu'ils sont plus tôt. Mais comparé à 2010-2011, c'est l'inverse qu'on voit. Ah bon? Donc, les jeunes sont moins actifs sexuellement qu'ils l'étaient là, il y a une quinzaine d'années de ça. Et on se dit que c'est à peu près que l'âge des premières relations sexuelles continue à tourner aux alentours de 16 ans. Donc, secondaire 4, secondaire 5. Bon. Donc, on est quand même rassuré de ce côté-là pour cet élément-là. OK. Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, bon, c'est bon d'avoir des relations sexuelles, mais encore faut-il se protéger. Qu'est-ce qu'il y en est de l'utilisation de la contraception pour ces jeunes-là? C'est là que pour nous, c'est un peu plus préoccupant là, en fonction des données qu'on a de cette enquête-là, parce qu'on remarque qu'il y a de moins en moins de jeunes qui se protègent lors des relations sexuelles, que ce soit par le condom et ou les méthodes de contraception hormonale comme la pilule, l'injection, le stérilet. Puis, du point de vue de leur santé, bien, c'est un grand risque de tomber enceinte, donc de grossesse non désirée, mais c'est aussi d'avoir un plus grand risque d'attraper des infections transmissibles sexuellement, comme la syphilis, la chlamydia, la gonorrhée. Donc, vraiment là,
la préoccupation par rapport à ces données. Donc, c'est ça. Mais je sais que vous n'analysez pas ça, mais ça aussi, il faut voir les effets que ça a, parce qu'évidemment, quand on parle quand même de 6 personnes sur 10 là, qui utilisent le condom, donc c'est 4 personnes sur 10 qui n'utilisent pas de protection lors de relations sexuelles au niveau des jeunes. C'est quand même un chiffre inquiétant. Et là-dessus, j'imagine que les gens qui utilisent moins de protection, parce qu'on prône aussi la double protection, autant chez les garçons que chez les filles. Et encore là, c'est pas encore tout à fait appliqué lors des relations sexuelles. Hein? Tout à fait, parce que le condom, c'est, comme je disais souvent à mes patients, le condom, c'est bon pour les bébites, mais c'est pas extraordinaire pour les bébés. Puis la pilule, c'est pas bon pour les bébites, mais c'est bon pour les bébés. Fait que vous comprenez un peu que les deux sont vraiment essentiels pour autant réduire les infections transmissibles sexuellement puis les grossesses non désirées. Ça reste que parmi les hypothèses qu'on a, d'un, il y a chez les ados, il y a toujours cette pensée magique là, que ça arrive juste aux autres, là, les grossesses et les infections. C'est sûr aussi que, oui, ils ont une certaine éducation qui est reçue, une éducation sexuelle qui est reçue à l'école, mais ils sont aussi bombardés d'autres informations, des parents, des amis, de ce qu'ils lisent sur Internet ou dans les réseaux sociaux. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur à quel point ils vont vouloir utiliser le condom ou la contraception hormonale. Puis, il faut aussi se questionner, est-ce que l'accès à ces méthodes-là de protection, c'est facile pour les jeunes ou il y a des barrières, par exemple, ça coûte des sous, les parents ne sont pas d'accord, ou il peut y avoir aussi des croyances culturelles. Est-ce que je me trompe si je dis que les jeunes sont peut-être plus curieux au niveau sexuel, mais peut-être moins outillés qu'avant? Bien, c'est une question qui se pose, sans pouvoir vous donner de réponse spécifique aujourd'hui. Tu sais, ça reste que la sexualité, c'est autre chose que seulement l'activité sexuelle. Tu sais, il y a quand même l'aspect tout ce qui est relations amoureuses, découverte, tout ce qui est intimité, tout ce qui est consentement, puis avec l'orientation sexuelle, avec les identités de genre. Donc, tout ça fait en sorte que ça peut teinter positivement ou négativement l'expérience que les jeunes vont avoir par rapport à la sexualité. Oui, en terminant, comment on peut soutenir les jeunes dans tout ce processus-là, autant du niveau image corporelle que de la sexualité? Bien, je pense que le message principal à retenir, c'est que les jeunes ont besoin d'être informés, ont besoin d'être outillés, puis d'être compris, écoutés. Puis les parents, comme l'ensemble des adultes qui gravitent autour, que ce soit les grands-parents, les oncles, les tantes, les enseignants, le coach sportif, bien, ils ont tous un rôle à jouer, de près ou de loin, là, à favoriser une sexualité saine, mais aussi là, une image corporelle saine. Puis ça passe par différents moyens. Puis j'inviterais vos auditeurs qui veulent en savoir plus à consulter le site En mode ado de la Direction de santé publique de Montérégie. Ça comprend plein d'informations très utiles pour eux, pour aborder ces thèmes-là avec leurs jeunes, puis savoir aussi comment l'aborder, mais aussi quoi ne pas faire nécessairement ou comme erreur en tant que telle. En fait, en tant que parent, on peut peut-être, c'est plus facile de percevoir l'anxiété au niveau de l'image corporelle parce que on le voit plus. Mais au niveau de la sexualité, souvent, les jeunes n'en parleront pas. C'est plus tabou et les parents ne saisissent pas non plus si l'enfant a un problème de ce côté-là. Donc, c'est d'essayer d'ouvrir la discussion, dans le fond, pour savoir ce qui se passe. Hein? Tout à fait, parce qu'il y a bien des parents qui disent « Ah, je ne suis pas sûr si je vais en parler, je ne connais pas assez ça, qu'est-ce que mon jeune va penser, je ne suis pas à l'aise », ou bien le docteur ou l'école va en parler. Mais je pense que les parents, particulièrement au niveau de la sexualité, doivent reconnaître que ça devrait être eux les premiers éducateurs à la sexualité, puis l'école et les autres sources, vraiment là, en complément. C'est ça. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette enquête-là, de toute façon, les données sont disponibles sur le site du CIS Montérégie, donc on pourra en prendre connaissance. Merci beaucoup, Dr Bergeron, d'être venu nous en parler. Merci à vous. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Le monde de la photo est un monde fascinant. On est passé du noir et blanc, en tout cas dans ma génération, du noir et blanc au numérique. Et bien maintenant, il y a des drones. Il y a toute une évolution. Et il y en a encore qui croient à la beauté de la photographie là, traditionnelle. Pour nous en parler, j'ai le conseiller senior chez L'Or Photo, M. Yves Pinsonneau, qui a démarré il y a quelque temps à peine un balado qui s'appelle L'Or du Focus. Et on va comprendre un peu le cheminement du monde de la photographie avec M. Pinsonneau. M. Pinsonneau, bonjour. Bonjour Mario. D'abord, parlez-nous de ce balado donc, que vous avez créé, là, qui est tout récent, quelques épisodes là, déjà disponibles. Ouais. Qu'est-ce que ce balado et d'où vous est venue l'idée d'en faire un? Bon, dans un premier temps, le balado, on a mis 2 ans à peu près à réfléchir au concept puis à essayer de faire quelque chose d'intéressant, comment on le voulait, quel genre d'équipement on voulait, tout ça. Et on est chanceux parce qu'on a un bon partenaire avec nous qui fournit le studio et les équipements. Alors, on s'est associé avec lui. Mais c'est parti de 2017, tout ça. Parce qu'en 2017, déjà chez L'Or Photo, on faisait des capsules. Le samedi matin, ça s'appelait le Café du samedi, où on présentait des produits, on parlait de technique et tout ça, mais on invitait aussi éventuellement des photographes à venir jaser. Puis la mission de l'art du focus, en fait, qui est un jeu de mots avec l'art du focus. Ouais. La mission de ce balado-là, c'est de mettre en valeur les artistes photographes et vidéographes de la région, on va dire en Montérégie, au Richelieu, mais on s'étend pratiquement jusqu'à Sherbrooke, donc beaucoup de potentiel. On a déjà 5 épisodes de tournée. Et puis, il en reste plein d'autres à Parce que ce genre de balado-là, ça n'existe presque pas. C'est un créneau particulier, je pense, et qui intéresse... en tout cas, j'ai regardé 2 épisodes et c'est vraiment fort intéressant. Bien, en fait, ça n'existe pas en grande quantité en français et encore moins au Québec. Alors, en Europe, oui, mais en français au Québec, effectivement. Ça, Puis ça se veut beaucoup plus un échange, une discussion entre 2 photographes ou 2 passionnés de photographie dépendants. Là. Puis effectivement, c'est un créneau, on est très fiers de notre balado, on avance, on est très, très heureux de toute cette tournure-là. Est-ce que vous avez déjà des réactions des gens qui le regardent? Oui, en fait, c'est très positif, évidemment. On a commencé, le premier balado qu'on a fait, on l'a fait avec Julie Clermont, qui est la nouvelle propriétaire de L'Or Photo depuis maintenant 5 ans. Et puis, fallait le faire avec Julie, puis ça a cassé la glace, ça a brisé la glace. On a ensuite invité Bertrand Touga, qui est le président du Club Photo Les Capteurs d'Images de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était impossible pour nous de ne pas inviter Bertrand. Et puis, ça faisait une belle visibilité aussi pour le Club Photo. Puis les autres photographes qui se présentent, c'est des discussions savoureuses. On a du fun, on échange nos trucs, on se parle de faits cocasses, de toutes sortes de choses. Et ça ouvre beaucoup la photographie au public. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un but derrière ça? Est-ce que le but, c'est de faire aimer la photographie traditionnelle aux gens, de faire découvrir des artistes? C'est quoi le but du balado en tant que tel? C'est vraiment les 2, en fait. Donner une fenêtre de visibilité, dans le fond, à ces artistes photographes-là. Il y en a qui travaillent, qui sont professionnels, d'autres qui sont vraiment véritablement des artistes photographes. Et évidemment, l'autre objet de ça, c'est de promouvoir la photo, faire aimer la photo, puis montrer aux gens que c'est pas si compliqué que ça. Si on veut faire de la bonne photo, on peut le faire assez facilement. Puis chez nous, évidemment, chez L'Or Photo, on a des experts dans à peu près tous les départements. Autant les gens qui veulent de l'équipement, des conseils, mais aussi pour l'encadrement, et puis tout ça, là, chez nous. On va parler de l'évolution de la photo, mais le balado donc, est disponible sur YouTube. C'est à peu près 1 fois par mois? On publie un balado par mois, effectivement. Et puis, tant qu'à y être, on va plugger notre deuxième activité. On a des capsules qui s'appellent « As-tu 2 minutes ?»
qui sont aussi sur YouTube. On partage ça, évidemment, sur la page Facebook de leurs photos, tout ça. Mais As-tu 2 minutes, c'est des capsules d'informations sur des produits. Et ça aussi, on en produit une par mois. Ce qui veut dire qu'on alterne à peu près toutes les 2 semaines un balado, une capsule, un balado, une capsule. Comme ça, on n'est pas des longues périodes sans qu'on nous voit quelque part sur YouTube ou les médias sociaux. Bon, justement, parlons des produits, de l'évolution de la photo. Je pense que ça fait une 50aine d'années que vous œuvrez dans ce domaine-là. Je disais à la blague, mais c'est pas une blague. On a connu le noir et blanc. On est maintenant rendu à l'utilisation de drones. Comment vous voyez ce cheminement-là? Et est-ce que la photo traditionnelle avec une bonne caméra a encore sa place? Parce que les gens utilisent à 99 %, moi en tout cas dans mes proches, les cellulaires pour prendre des photos. Oui. Mais il y a encore des passionnés qui prennent ça avec une caméra traditionnelle. Peut-être nous parler un peu des bienfaits, la différence entre les photos numériques et les photos traditionnelles prises avec une caméra. Bien, je pense qu'on touche un bon point. L'évolution de la photographie a fait en sorte que ça fait des pas de géant. Autour du tournant des années 2000, ça a commencé à peu près en 2000, la photographie numérique est apparue et fait beaucoup peur aux photographes qui étaient habitués à faire de la pellicule déjà. Et tranquillement, bien, la pellicule a perdu de la vitesse et au point d'être à moins de 1 % de la population qui fait de la pellicule encore, mais il y a encore des irréductibles. Donc je n'étais pas loin avec mon 99 % là, oui. Il y a encore des irréductibles de la pellicule, puis c'est bien correct. Je dirais que l'appareil photo a bien évolué, a très, très bien évolué. En fait, les appareils numériques modernes et les appareils numériques, donc, avec objectifs interchangeables, ce qu'on appelle aujourd'hui les appareils sans miroir, parce que pratiquement plus d'appareils à miroir maintenant, tout ça a vraiment sa place, définitivement, mais il faut toujours se rappeler que le meilleur appareil photo, c'est toujours celui qu'on a avec nous. Alors, comme on a 99 % du temps nos cellulaires avec nous, bien, on sert de ce qu'on a et qui est à portée de la main. Est-ce que ça fait la même chose qu'un appareil photo? Physiquement, ça va être très difficile de remplacer un appareil photo qui a un capteur qui est 16 à 32 fois plus gros que le capteur d'un appareil photo dans un appareil cellulaire, par exemple, ou dans une tablette. C'est à peu près la même taille de capteur. Alors, pour créer les effets photos qu'on a avec les optiques, on ne peut pas le faire avec un téléphone. Ça se fait de façon artificielle, donc de façon très numérique. Et pour un initié, quelqu'un qui fait la photo de façon initiée va le voir tout de suite que ce n'est pas un vrai flou, c'est un flou artificiel. Ceci dit, malgré tout, les téléphones se tirent très bien d'affaire au point qu'ils ont pratiquement irradié tout ce qui était appareil photo compact. Des appareils plus simples avec objectif unique dans le boîtier. Alors oui, les appareils photo plus avancés, la preuve, c'est qu'on est toujours en vie, on en vend toujours encore beaucoup. L'évolution continue, les optiques sont meilleures, les appareils sont plus rapides, l'intelligence artificielle s'ajoute à ça. Puis quand je parle d'intelligence artificielle, je veux dire les systèmes mécaniques à l'intérieur deviennent de plus en plus performants. Alors oui, ça a toujours sa place. Donc, vous ne faites pas partie des puristes là, qui croient simplement aux appareils photo traditionnels. Vous croyez que les appareils numériques, les cellulaires font un très, très bon travail. Ça serait mentir que de dire que ça ne fait pas un bon travail. Parce que même moi, à l'occasion, je vais prendre mon téléphone cellulaire, puis je vais faire je fais pas ça quand je fais de la grande photo, mais pour immortaliser rapidement quelque chose, un événement, une fête de famille, un truc où on veut juste un souvenir, c'est bien correct. J'ai pas de problème avec ça. Le problème demeure, c'est que les gens n'impriment pratiquement plus de photos. Non. Et ces photos-là ne vont nulle part et elles meurent éventuellement dans un appareil cellulaire ou dans un nuage quelque part, dans un ordinateur où le disque dur va éventuellement mourir. Alors, il faut mettre ça en vie, ces photos-là. Il faut les développer. Bon. Et ça nous amène aussi au drone, qui est la nouveauté, si on veut, là, au niveau des photos et du visuel. Ça a un avantage. Marco, en fait, je pense que le premier vrai contact des drones pour nous, c'est aux Olympiques, lorsqu'on voyait les images de drones diffusées à l'écran. Qu'est-ce que ça amène de plus et au niveau aussi de la manipulation?
Bien, en fait, la question est excellente. Puis c'est effectivement les premiers, peut-être les deuxièmes Olympiques où on voit des drones là, qui suivent... Oui, le premier Olympique, c'était plus au niveau des tests, mais là, on utilisait vraiment beaucoup les images de drones. On les utilise beaucoup maintenant, effectivement. Le premier point, c'est que les drones, ça a parti en 2014 ou à peu près, 2014-2015, au niveau du consommateur. Parce que ça existait déjà avant, mais plus au niveau militaire ou au niveau, si on veut, architecturel ou professionnel. Alors, pour les consommateurs, depuis 2014 à 2026 aujourd'hui, on a 12 ans d'évolution, puis là, la montée en qualité est comme ça, est verticale. C'est pas une petite pente tranquille. Alors, qu'est-ce que ça offre de plus? Bien, dans un premier temps, toute la technologie qu'on a dans nos appareils photo est importée dans un appareil photo volant, en réalité. Et puis, la principale différence, évidemment, c'est le point de vue. Les gens qui, comme moi, ont fait de la photo toute leur vie sur le plancher des vaches, ou une fois de temps en temps, si tu étais chanceux, dans un hélicoptère ou dans un avion, ou peu importe, bien, tu te retrouves tout à coup à avoir un point de vue complètement différent des endroits que tu es habitué de visiter. Alors, c'est fantastique. Au point qu'on retourne 20, 30, 40 fois à la même place, puis on découvre toujours des nouvelles choses, parce que le point de vue change continuellement. Plutôt que d'être toujours à la hauteur des yeux ou un peu penché ou un peu soulevé, là, tu peux monter ta photo à une centaine de mètres en altitude, toujours en respectant évidemment les règles, parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter quand même. Ça fait un champ de vision qui est complètement différent. Puis je suis content parce que quand j'ai parlé de cette avenue-là avec Julie Clermont, chez L'Art Photo, il y a eu une ouverture, une belle ouverture. On avait ouvert la porte un petit peu tranquillement, puis on l'a refermée parce que le marché était compliqué. Puis quand je lui ai dit, écoute, moi, je vais m'en occuper parce que, bon, j'ai l'habitude avec les drones. On a commencé à vendre les drones et on les vend bien. Et les gens adoptent ça, c'est fantastique. Écoutez, c'est déjà terminé. C'était vraiment intéressant. Il faudra s'en reparler. Oui, ça passe vite, 13 minutes. Mais on va s'en reparler parce qu'il y a plein de choses à dire sur la photographie. On va rappeler donc que c'est une fois par mois, les balados. C'est difficile le dimanche matin, c'est ça? Le balado, on le diffuse le dimanche matin à 9h, à tous les, je dirais vers les fins de mois. Comme le dernier, c'était le 29 mars de mémoire. Et puis, oui, suivez-nous sur la chaîne YouTube lors du Focus ou encore sur As-tu 2 minutes. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Pinsonneau. C'était fort intéressant. Avec plaisir, Mario. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.